Bonjour à toutes et à tous, je suis Myriam Septi, fondatrice et rédactrice en chef du magazine Diptyque. Depuis Casablanca, Diptyque explore l'art contemporain d'Afrique, du monde arabe et de leur diaspora, à travers une revue trimestrielle, une édition digitale, une newsletter hebdomadaire et un compte Instagram qui prend au quotidien le pouls des scènes artistiques du Sud. Autour de moi, une équipe d'auteurs, de critiques et de journalistes parcourt les foires, les ateliers, les musées, les biennales, les résidences. De Dakar à Marrakech, de Londres à Dubaï, de Lagos à Venise, ils rapportent des histoires multiples, sensibles et connectées. Avec le podcast Diptyque, nous prenons le temps d'écouter les personnalités, artistes, curateurs, collectionneurs, galeristes ou penseurs qui animent ces scènes artistiques. Ensemble, nous parlons bien sûr esthétique, processus de création. Nous parlons aussi d'engagement, de transmission et de circulation. Souvent aussi, nous abordons les difficultés à faire exister ces projets ambitieux dans les contextes socio-économiques de nos pays. Dans ce podcast, comme dans tous les projets éditoriaux de Diptyque, nous travaillons à la construction de nouveaux récits des Suds, des récits où les voix africaines et arabes dialoguent avec le monde. Dans chaque épisode de cette série, j'ouvre un espace de conversation libre, sans filtre, où la pensée se tisse avec le réel. J'établis toujours une trame de conversation, mais que je laisse volontiers déborder pour faire advenir quelque chose d'inédit. Ce podcast est réalisé avec le soutien de l'université Mohamed VI Polytechnique, une université marocaine d'avant-garde dédiée au développement de solutions innovantes pour répondre aux défis de l'Afrique et aux enjeux mondiaux. Bienvenue dans le podcast Diptyque. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Touria El-Glaoui, fondatrice de la foire 154, foire dédiée à l'art contemporain africain. C'est un des événements majeurs de l'art contemporain africain à l'échelle internationale. Il se tient en ce moment même à Londres et nous sommes à Somerset. Il se poursuit à Marrakech en février et à New York au printemps. Depuis sa création, la 154 s'est imposée comme un laboratoire de visibilité, de réflexion et de dynamique marchande pour les artistes, bien sûr, mais aussi pour les galeristes, pour les collectionneurs et pour les institutions qui sourcent leurs collections ici. Cette foire, qui a aujourd'hui 12 ans, est un moteur essentiel de reconnaissance des scènes africaines. Avec Touria, nous allons parler de cette édition londonienne, de ses choix curatoriaux, mais aussi des défis qu'elle doit relever pour pérenniser sa foire et la réinventer en permanence. Nous l'interrogerons également sur sa vision et la manière dont une foire peut incarner à la fois une mission culturelle, une exigence artistique et la transformation de l'écosystème. Touria, bonjour. Bonjour Myriam et merci de me recevoir. Alors, donc, on va essayer d'aborder un petit peu des nouvelles questions, des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder dans nos interviews. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, tu nous dises en 2025 comment tu définis l'impact de la 154 sur l'intégration des scènes africaines dans l'histoire de l'art et surtout quels indicateurs concrets tu suis, musées, commandes, etc. pour mesurer cet impact. C'est une très bonne question. Alors, on a clairement vu l'appréciation d'abord de beaucoup d'artistes dans les derniers 13 ans où on a conçu un 54. On a des artistes qui ont commencé à s'interpréter. On voit une évolution de 1500% en termes d'appréciation. Donc ça montre aussi, on va dire, l'évolution, on va dire, du voyage de ces artistes dans la vie commerciale, en fait, de l'art contemporain africain. On a pu, au vu des 13 ans de la foire, voir comment beaucoup des institutions sont venues à un 54 faire ces rencontres, artistes, galeries, curateurs, qui ont produit d'autres expositions, d'autres insertions d'artistes dans des collections internationales, des collections institutionnelles. On voit beaucoup plus aussi d'artistes faire partie j'ai envie de dire, de grandes expositions institutionnelles comme à la Biennale de Venise ou à la Biennale de Sao Paulo cette année. C'est des choses qui sont marquantes. On voit les curateurs africains jouer de plus en plus un rôle important dans la scène curatoriale internationale. Donc, je dis pas que c'est grâce à un 54, mais c'est clair que ces 13 ans, on va dire, de pouvoir représenter des artistes du continent et de la diaspora africaine dans 3 continents différents fait qu'il y a
certainement eu un impact en termes de visibilité, en termes de créer en fait que leur voix soit plus forte dans le monde, dans le stade. Je suis en train d'essayer de dire le mot en anglais, mais ça sort pas. En français, dans l'international stage, mais plutôt dans la scène internationale, commerciale et institutionnelle. Donc ça, c'est clairement des choses qui sont réelles. Je pense que aussi, on parle de Londres aujourd'hui sur ces 13 ans, mais on voit l'intérêt très fort des institutions quand elles se déplacent, surtout à Marrakech, parce que à Londres et à New York, on est dans des villes qui sont pleines, on va dire, d'institutions, mais aussi de programmes extrêmement intéressants qui font qu'on est toujours dans la compétition, en train d'essayer d'avoir l'attention, on va dire, de toutes ces personnes internationales qui arrivent pendant cette semaine de la foire de Frise. Mais quand on est à Marrakech, par exemple, et qu'on voit la liste des institutions qui se déplacent pour aller à la rencontre des artistes, non seulement marocains, mais les artistes qui sont présents sur la foire, c'est là qu'on voit que l'intérêt est beaucoup plus global. C'est eux qui se déplacent maintenant, c'est eux qui veulent faire partie de ces voyages, ils veulent être présents, aller découvrir les artistes du continent africain. Et je pense que ça, c'est vraiment j'ai envie de dire, un message très fort pour le marché contemporain africain. Alors, justement, cette année, donc pour cette 12e édition, j'aimerais bien que tu nous dises un peu plus précisément quels sont les critères un peu curatoriaux qui guident ta sélection. J'ai vu qu'il y a une 50aine de galeries, plus d'une centaine d'artistes. J'ai fait pour l'instant une première aile et j'ai été assez saisie. Tu me dis à chaque fois, vous me dites quelle qualité, mais vraiment là j'ai fait la première aile et c'est du gros niveau. Bon, il y a aussi les special projects. Comment est-ce que tu évites l'effet vitrine au profit d'une foire quand même qui en permanence privilégie des axes de recherche? À chaque fois tu remets un petit peu, tu remontes la barre sur cette question des axes de recherche. Il y a tout d'abord, en fait, la consolidation des valeurs établies, j'ai envie de dire. C'est un peu les artistes qu'on a depuis 13 ans, qui ont aussi fait ce voyage avec nous depuis le début. Et c'est aussi ceux que j'ai envie de dire, les collectionneurs sont contents de voir et revoir et de voir qu'ils ont fait un long chemin avec eux. On a souvent des jeunes collectionneurs qui ont commencé à collectionner certains des artistes qui étaient vraiment au début de leur carrière et qui aujourd'hui sont considérés comme des artistes établis. Donc, je pense que c'est pouvoir revoir ces artistes, voir qu'ils sont toujours aussi bien valorisés, aussi impliqués en fait dans l'espace des artistes contemporains africains. Il y a aussi la valorisation des pratiques transdisciplinaires, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est un mot que j'ai inventé ou qui existe, mais on voit beaucoup de médiums différents. Il y a beaucoup de textiles cette année, beaucoup de céramique, magnifique. Et il va aller très loin. Mais si tu te rappelles, il était au Maroc la première fois pendant, pas cette dernière édition, l'édition avant, avec une résidence d'artistes qu'il avait fait au Sénégal. Donc, je suis très impressionnée aussi de voir la continuation et j'ai envie de dire la grandeur avec laquelle maintenant ils développent leurs pratiques. Donc ça, c'est pour nous très important. Et aussi, on a bien évidemment des nouveaux pôles géographiques qui ouvrent et avec des possibilités de montrer des artistes de régions encore qu'on n'avait pas montré du continent africain. On a un super projet aujourd'hui qui s'appelle Today's Lusaka Gallery, je crois, qui nous montre ce qu'aurait pu être en fait un studio de photographie en Zambie et qui a plongé dans les archives en fait de ces studios de photographie de l'époque juste après l'indépendance et on voit tout un monde qu'on connaissait pas et puis c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir avoir une galerie de Zambie présente à un 54 cette année. En fait, on a comme toutes les foires, un comité de sélection dont tu fais partie pour Marrakech. Mais en fait, ce qui est très important, c'est que comme la foire est assez petite dans l'ensemble comparé au mastodonte de Frise ou de Art Basel, c'est aussi quelque chose qui est important pour nous que les gens ne reviennent pas voir la même chose parce qu'on se rappelle dans une foire qu'à cette dimension-là de ce qu'ils ont vu l'année passée, de ce qu'ils veulent voir. Et je suis assez contente que les galeries relèvent le défi, souvent nous montrent de nouveaux artistes, du nouveau travail de production, mais aussi on a besoin d'avoir un renouveau de galeries en fait. C'est très important des galeries qui ont masterisé
cette dialectique entre du nouveau et de l'ancien, la galerie 1957. J'ai vu le stand ce matin. Il est incroyable. Donc on retrouve des artistes qu'on aime, mais avec des travaux différents. On retrouve de nouveaux artistes aussi qui présentent. Oui, il fait un très très bon travail. C'est un vrai sujet. Alors évidemment, il y a la question de la stratégie de calendrier. Bon, ça c'est un sujet que tu connais bien. Donc on est en plein pendant la frise. Quels sont finalement les bénéfices que tu tires de cette concomitance? Est-ce que c'est plutôt de la visibilité? Est-ce que c'est plutôt de la concurrence? Est-ce que tu as mesuré donc cet effet sur les galeries africaines? Et comment tu regardes ces aspects? Est-ce que tu regardes le trafic, qualité, acquisition institutionnelle? Comment tu suis ce processus? Alors, il y a clairement un moment qui est important et que tout le monde connaît, et c'est grâce à Frieze qui a plus de 20 ans, qui a créé ce moment et cette semaine-là. Alors, on a fait un énorme développement entre là où on était en 2013 et pourquoi on avait choisi de le faire autour de Frieze. C'était exactement pour ces raisons-là. Ils étaient beaucoup plus grands. Ils ramenaient vers eux tout un groupe de collectionneurs internationaux, la presse, les institutions qui venaient pour Frieze. Il nous semblait important d'être à ce moment-là, au moment où on a créé un 54. Parce que l'idée, c'était que d'abord, pas beaucoup de gens connaissaient beaucoup de choses sur l'art contemporain africain et la diaspora africaine. Et on voulait bénéficier vraiment de toute on va dire, la crème de la crème du monde de l'art contemporain qui était là et qui était là pour Frieze, mais qui est un monde qui est très curieux en général. Et puis, on était quand même une marque pas connue du tout quand on a commencé. Donc, c'était très, très important et très opportun de notre part d'essayer d'être spécifiquement la foire satellite autour de Frieze. Ça nous a beaucoup aidé. Au début, beaucoup était du bouche à oreille, de la bouche à oreille. Et c'était de trouver les collectionneurs qui allaient entendre parler de nous à Frieze, qui allaient faire le chemin jusqu'à Somerset House. Alors bon, les choses ont un peu changé. On donne souvent maintenant des idées, j'ai envie de dire, à Frieze, qui sont... oui, on peut en parler. Donc, je pense que beaucoup de gens aussi ont commencé à dire que c'était un moment qui était très important d'être là pour un 54, parce que ça ramenait beaucoup de fraîcheur au marché de l'art contemporain. On voyait des choses nouvelles, c'était pas des choses répétitives. Il y a beaucoup de galeries à Frieze, mais il y a aussi beaucoup de galeries qui présentent la même chose et les mêmes artistes. Donc, vraiment, on a eu beaucoup de chance de bénéficier d'être autour de Frieze. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est section spéciale de Frieze est très inspiré de 1,54. Et en même temps, c'est pile l'inverse. Oui. Et c'est un petit peu la problématique de notre succès. Mais en même temps, la mission d'un 54 a toujours été de donner de la visibilité aux artistes du continent africain, de la diaspora africaine. L'idée, c'était qu'il y avait une intégration, une inclusion de ces artistes dans les plateformes internationales. Et je dois dire que c'est un très bel exemple de voir qu'aujourd'hui, même si c'est un one-off et une section spéciale, qu'à Frieze Masters et à Frieze, on a des artistes modernes africains et des artistes contemporains de la nouvelle génération qui font partie de cette foire, qui est quand même une foire très connue, et c'est très important pour eux qu'ils ont. Mais c'est vrai qu'on imagine l'intégration davantage par le haut et par la présence d'artistes importants qui ne sont plus là en tant qu'Africains, mais uniquement en tant qu'artistes super significatifs qui se retrouvent dans des grandes galeries, que dans une section un petit peu ouverte, un peu folklore. Je suis d'accord. Ça a été ma seule critique cette année, c'est de voir qu'ils les avaient un petit peu mis dans un ghetto tout ensemble, au lieu de les disperser dans la foire. Ils n'ont plus besoin de faire ça à la réalité. Mais il y a aussi... Ils avaient 10 ans de retard. Voilà, mais je pense que c'est peut-être créer une section un peu nouvelle pour attirer l'attention des visiteurs qui savent qu'ils vont voir. Mais dans l'image plus globale, c'est important qu'ils fassent partie de ce discours-là. C'est beaucoup de galeries avec lesquelles on a travaillé. On a déjà montré le travail qui monte pour nous. C'est rien de nouveau, mais c'est sûrement très nouveau pour certains collectionneurs de Frieze. Alors justement, on parle des questions de prix, grand prix, petit prix, découverte. Comment est-ce que toi, en tant que directrice de foire, maintenant d'une foire qui est installée, qui a accompagné aussi des artistes depuis le tout petit prix jusqu'à des énormes prix, comment tu accompagnes les galeries sur la construction du prix,
premier marché, œuvres historiques, médiums sous-cotés comme le textile, la photo. Comment est-ce que tu analyses les déplacements de prix entre ces dernières années, mettons ces 2 dernières années? Alors, ce que j'ai aperçu cette année, cette édition particulière de Londres, j'ai vu que, vu le marché actuel d'art contemporain qui est assez fragile et, j'ai envie de dire, inquiétant, on va dire, pour pas mal de galeries, que soudainement, on a un prix, une échelle de prix qui va de beaucoup plus accessible à beaucoup plus haut. Je crois que le premier prix pour une petite œuvre qui fait partie d'une plus grande œuvre. Donc, en fait, l'idée de l'artiste, tu verras, c'est Océane Arati en haut, Oui. une galerie magnifique du Sénégal. En fait, elle a une installation avec un troupeau d'animaux. Donc, tu peux acheter une petite chèvre à 250 pounds, mais l'idée, c'est que tu achètes l'installation. Donc ça, c'est peut-être notre plus petit prix cette année, mais on a 2 ou 3 galeries qui ont vraiment aussi pris des choses qui étaient entre 250 et 600 pounds, chose qu'on n'a pas eu d'habitude. Mais ça, 600 je 000, pense... ouais, 250, voilà. Ouais. Alors ça, c'est lesquels? Océane Arati, je crois, aujourd'hui, le plus petit prix au plus grand. Donc, c'est un artiste sénégalais qui a ce troupeau, je dis, d'animaux qui est très beau, en fait. Tu vas voir, l'installation, elle est assez incroyable. Et qui a aussi l'artiste le plus cher de la foire, qui a 130 000 pounds, qui est un artiste sénégalais moderne. Donc, elle a le plus grand, la plus grande échelle dans son booth. Je pense que d'un point de vue, nous, où on se situe en termes des prix et comment diriger les galeries, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes qui se situent depuis les 13 ans où ils font un 54. C'est pas complètement impensable, mais ils sont maintenant entre 20 000 et 60 000 pour certains bien établis. Et beaucoup de gens veulent les voir maintenant dans des musées, veulent savoir ce qu'ils ont fait avant de dépasser ce genre d'argent aussi sur des artistes où ils sont pas très familiers avec les noms encore. Donc, on a besoin maintenant d'institutionnaliser tout ça. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de ces artistes qui font déjà partie des institutions, mais les gens maintenant, quand ils dépensent 60 000 pounds pour une œuvre, ils veulent suivre, avoir le CV de l'artiste, essayer de comprendre où il va, quel genre de galerie le supporte, et je pense que ça, c'est important aussi. Donc, on n'a pas beaucoup j'ai envie de dire, de input dans le pricing, on va dire, des œuvres, mais je vois dans la façon dont le collectionneur me parle, qu'à partir de 20 000 pounds, ils veulent voir le voyage de l'artiste institutionnel, essayer de comprendre si la galerie est sérieuse, si elle va le pousser plus loin. Ça force les galeries à réfléchir, à essayer de voir comment les placer dans les institutions. Parce que, en fait, la réalité, c'est que le placement dans une institution est beaucoup plus long. C'est-à-dire que c'est une vente qui peut durer jusqu'à 6 mois, si ce n'est 8 mois, avec souvent des discounts, parce que c'est des fondations ou des institutions. Et on sait que les galeries ont souvent besoin j'ai envie de dire, d'avoir j'ai envie de dire, une récupération de leurs fonds très rapide, parce qu'elles font beaucoup de foires. Le cash flow est très important. Donc, avoir des institutions qui veulent mettre 8 mois... quand ils peuvent vendre l'œuvre au moins 3 ou 4 fois à des collectionneurs, ça demande une certaine retenue de leur part et un certain besoin d'avoir cette patience-là, mais aussi de tenir bon pour essayer de les placer. Oui, parce que sinon, d'ailleurs, ils perdent leurs artistes. En fait, c'est un petit peu ça ce qui se passe. Les artistes vont aller voir des galeries qui sont plus solides en termes de leur contact et leur relationnel avec les institutions. Et c'est souvent ce qui se passe. Quand on voit un artiste changer de galerie une fois qu'il devient un peu ce qu'ils appellent bankable, parce qu'ils deviennent des artistes qu'on vend bien, on fait quand même un peu d'argent dessus, etc. Mais s'ils voient que leur galerie ne fait pas l'effort de les placer dans des institutions, s'ils voient que leur carrière aussi stagne juste dans les ventes, ils sont contents des ventes, mais il y a un moment où ils veulent voir aussi que ça passe au niveau supérieur. Ils veulent voir les relationnels avec des collectionneurs peut-être plus grands qui peuvent aujourd'hui acheter leurs œuvres à 30 000 ou 40 000 dollars, mais ils veulent être placés dans des musées. Et là, c'est souvent on voit le switch, en fait, des artistes passer à des galeries un peu plus importantes, un peu plus structurées, un peu plus établies. Oui, ce qui est tout à fait normal. Alors, justement, là maintenant, on est à Londres, prochaine édition, donc ça va être Marrakech, puis New York. Est-ce qu'il y a des nouveaux terrains Brésil, Paris, c'était déjà le cas, mais c'était particulier. Asie,
Et sur quel modèle tu réfléchis, pop-up, faire? Comment est-ce que tu arbitres voilà, cette empreinte internationale et profondeur locale? Alors, dans la réalité, est-ce que c'est le bon moment? Tout est aussi une question de timing. Est-ce que c'est le bon moment d'agrandir notre présence géographiquement, tu sais, avec une foire en plus dans un autre territoire qu'on n'a pas encore conquis, on Ouais. va dire. On a fait des expériences qui étaient très excitantes pour nous, par exemple de faire à Hong Kong avec Christie's. Ça a été vraiment une très belle introduction de l'Afrique contemporaine, de la création contemporaine africaine au marché asiatique, mais ça a aussi été une grande réalisation qu'on connaissait pas beaucoup de choses sur le marché asiatique. Qui est énorme, qui est aussi grand que le marché africain, et que les goûts, les valeurs, l'intérêt est une approche complètement différente avec laquelle nous, on doit faire du travail aussi pour essayer de les comprendre plus, d'engager plus. Donc, si j'ai l'occasion de pouvoir faire une autre initiative en Asie, j'aimerais beaucoup la faire avec beaucoup plus d'éducation aussi. Donc, j'aimerais que notre forum soit présent, qu'on puisse faire des talks, des panels avec probablement un partenaire comme Christie's Education. Il y avait beaucoup à faire. Donc ça, c'était une vraie leçon, tu vois, pour nous d'aller dans un nouveau territoire qu'on connaissait pas assez bien. Est-ce que l'idée de faire une autre foire dans l'Afrique, peut-être en Afrique de l'Ouest, mais pas trotter, me trotte en tête. En tête. Merci de finir mes phrases, me trotte en tête. Mais est-ce que je vais le faire tout de suite? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de consolider ce qu'on fait déjà. Et je trouve que en ayant pris ce voyage à Sao Paulo avec des collectionneurs qui sont venus avec nous découvrir in situ les artistes, a créé un différent lien avec les collectionneurs, avec les artistes et les collectionneurs. Et je pense qu'il y a un moyen de créer en fait une autre façon d'aller découvrir de l'art, travaillant toujours avec les galeries, mais faisant plus de studio-visites, faisant plus d'engagement, peut-être de voyages en Afrique avec des collectionneurs pour qu'ils aillent directement rencontrer les artistes et les galeries localement. C'est un beau format, ça, hein, les voyages de collection. En tous les cas, c'est un format qui a extrêmement bien marché pour Sao Paulo, mais ça a aussi bien marché avec des galeries avec qui on ne travaille pas forcément. Donc, je me dis, on aurait pu le faire en fait sur le continent africain. Donc, c'est vraiment un format que j'aimerais recommencer au moins 1 ou 2 fois par an. Sur des géographies des géographies qu'on n'a pas encore fait, où on peut pas faire une foire mais qu'on aimerait bien supporter. Donc j'ai fait moi-même un voyage avec 5 collectionneurs à Abidjan, à Ghana, à Abidjan, à Accra et à Lagos, qui a été formidable. Je l'ai fait avec un petit groupe. J'aimerais bien réinitialiser l'initiative avec un plus grand groupe de collectionneurs et de le faire plus structuré, plus organisé comme on l'a fait pour Sao Paulo. Sao Paulo, c'était pendant la Biennale? C'était pendant la Biennale. Comme tu sais, c'était Bonaventure qui était le curateur. Il y avait aussi notre magnifique Alia qui était la curatrice et qui nous a fait honneur et qui a choisi des superbes artistes, que ce soit marocains et panafricains, qui étaient assez incroyables. Et je dois dire, donc on était très contents de voir aussi l'évolution de ces artistes, parce que c'est des artistes qui ont commencé à faire un 54 il y a 13 ans, qui aujourd'hui travaillent sur des installations monumentales pour une biennale. Et c'est quelque chose d'incroyable. Quand ils ont présenté leur premier travail ici, qui était du bébé travail, j'ai envie de dire, comparé à ce qu'ils font aujourd'hui, c'est aussi ça j'ai envie de dire, la belle aventure, c'est de voir l'évolution de ces artistes. Tu forces, c'est un vrai incubateur, et en même temps, tu incubes, mais tu recueilles aussi... pour certains artistes, pour certaines galeries, les fruits de l'incubation. Écoute, ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils ont toujours plaisir à participer à un 54, donc sur des projets, sur des nouvelles galeries avec lesquelles ils travaillent. On les a vus au fil des années revenir pour des projets spécifiques. Donc, ils ont gardé, en tous les cas, pour ceux qui sont plus à la fois, un très bon souvenir de leur passage ici. Alors, tu parles de la Biennale de Sao Paulo, on a parlé de la présence d'artistes, beaucoup d'artistes du continent africain dans les grandes institutions. Si on prend au sérieux l'idée de ne plus être à la périphérie, comme je te disais, à quoi pourrait ressembler 154 en 2035, donc dans 10 ans, format, recherche, financement, rôle vis-à-vis des musées, des écoles d'art? Si tu veux rêver à ton bébé en 2035, il ressemble à quoi?
j'espère que ce sera plus un bébé. Oui, parce que c'est sympa quand ça grandit. Parce que là, j'ai envie de le situer début de ses teenager years. Il est un peu ado, mais je pense que en 2035, j'espère que il sera dans pleine maturité. Non, mais sans rigoler, j'espère qu'en 2035, c'est peut-être l'Afrique qui invite le monde curatorial à travailler avec eux. Donc ça part du continent africain et invite le reste du monde à en faire partie de notre... C'est ça, ne plus être à la périphérie. Notre plateforme, bien sûr. On pourrait le faire déjà maintenant. Aujourd'hui, on n'est pas encore là, je pense, sur pas mal de fait que les gens parlent encore. Est-ce que c'est un trend? Est-ce que c'est une mode? Donc, on est encore dans la consolidation de savoir qu'on est là pour continuer et que les gens nous voient comme quelque chose qui existe fondamentalement bien ancré, et que ces artistes vont faire partie maintenant de l'écosystème de l'art contemporain. Mais effectivement, j'adorerais voir qu'en 2035, on puisse faire ces passerelles avec les Amériques, avec l'Asie, j'ai envie de dire que ça soit l'Afrique qui invite tous ces pays-là à venir faire des projets avec nos artistes du continent africains ou qui viennent parce qu'ils veulent être sur le continent africain. Et c'est marrant parce qu'on a eu cette discussion avec une galerie, Luce Galerie d'Italie, qui m'a dit, mais tu sais, il y a tellement d'artistes qui veulent faire partie d'un 54 mais qui n'ont rien à voir avec un 54. Pourquoi on ne peut pas les montrer, nous, même si on fait une priorité qui est d'abord la priorité de montrer en majorité les artistes que nous avons du continent africain ou de la diaspora africaine, mais qu'ils ont le droit de choisir de montrer un artiste. Ça, c'est un signal, par exemple. Ça pourrait être sympa. J'ai rien contre. J'ai juste l'impression que, comme tu le dis, on est en périphérie de Frise. Il y a tellement d'artistes qui ne sont pas africains, de la diaspora africaine là-bas, qui ont une énorme plateforme déjà, et on devrait partager notre plateforme avec des artistes du reste du monde. Je trouve qu'on devrait encore pas s'enfermer du tout, mais de parler de la narration de l'Afrique avec beaucoup plus de visibilité, avec beaucoup plus de spotlight encore pendant quelques années avant d'inviter d'autres artistes qui ont beaucoup d'autres plateformes avec lesquelles ils peuvent participer. Mais je l'ai dit souvent, je l'ai dit dans beaucoup d'interviews aussi, que le plus beau jour de vie de 1,54, c'est quand il n'aura plus besoin d'exister. Alors, je sais que c'est un peu fou à cette façon de penser, mais pour moi, si demain on n'avait plus besoin d'un 54 et il y avait plus de relevance de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de rôle parce que les artistes étaient intégrés, parce qu'il y avait un équilibre qui était fort dans les plateformes internationales, effectivement, de garder encore des artistes tous ensemble dans une appellation, dans un branding Africa, c'est clairement pas ce que je veux pour nos artistes pour lesquels je veux le meilleur. Je veux l'internationalisation et le fait qu'ils arrivent à des grandes et belles choses. Ça, c'est la dynamique des 10 ans qui viennent. Exactement. Merci beaucoup, Touria, pour cet entretien. Merci. Et je te laisse retourner dans les couloirs de Somerset. Merci encore. Et puis, je te revois très vite. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez le podcast Diptyque, si ces conversations vous inspirent, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de le faire savoir. Mettez une note 5 stars sur votre plateforme d'écoute, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode et surtout, abonnez-vous à Diptyque. Diptyque, c'est un projet éditorial unique, né à Casablanca en 2009, porté par une équipe de journalistes, d'auteurs et de critiques passionnés, engagés depuis plus de 16 ans à raconter l'art contemporain d'Afrique et du monde arabe, depuis le Maroc. En plus du magazine trimestriel, vous pouvez suivre notre newsletter gratuite. Chaque semaine, recevez dans votre boîte mail une sélection d'actu, d'analyses et de découvertes. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la version papier trimestrielle, disponible sur notre e-shop. Parce que aimer un projet indépendant, c'est aussi et avant tout le faire vivre. Merci d'être à nos côtés et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Diptyque.